Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à un nouveau cours avec moi, Stéphane Erler, le fondateur du blog T-Masters. Voilà, nous allons un petit peu continuer le cours de la semaine dernière que je vous invite à voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et d'ailleurs, je voulais un petit peu mettre en exergue la réussite de ce cours parmi mes lecteurs francophones, hein, c'est que d'habitude j'ai toujours beaucoup plus de vues pour mes vidéos en anglais qu'en français et encore plus qu'en allemand. Et la semaine dernière, pendant très longtemps, j'ai eu plus de vues en français qu'en anglais pour ce cours-là. Donc ça me montre que quand on va vraiment dans des choses très profondes, dans de l'histoire très ancienne, qui correspondent peut-être encore à une vision plus européenne qu'américaine, dont l'histoire ne commence qu'il y a 250 ans, ben, il y a plus d'intérêt en Europe qu'aux États-Unis pour cela. En tout cas parmi les francophones plutôt que parmi les anglophones, on va dire ça comme ça. Donc j'espère que ça va continuer comme ça et que cette semaine vous serez nombreux à suivre cette vidéo et à me donner des petits likes et que vous en profiterez pour regarder sur ma chaîne, mon blog, le compte-rendu que j'ai fait du cours de la semaine dernière. Je l'ai enfin mis par écrit. Si vous avez moins de temps de regarder toute la vidéo, vous pourrez voir l'article avec les liens qui correspondent. Aujourd'hui, je tenais à creuser un sujet qui est important pour le thé. En fait, c'est la porcelaine Céladon et le lien qu'il y a avec la dynastie Han et avec les tombes de cette dynastie et avec la mort en général. Je crois que, peut-être que je n'avais parlé, mais très rapidement, je crois que ça mérite que je m'y attarde plus longtemps. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette leçon simplement sur ce sujet, donc qui est toujours basé sur ce livre aux éditions Belles Lettres, les dynasties Qin et Han, donc qui correspondent à moins 221 avant Jésus-Christ jusqu'à 220 après Jésus-Christ. Et donc j'avais parlé de ces grandes tombes, de ces mausolées qui font pour le premier empereur Qin 2 km de long, 1 km de large, 100 mètres de haut, et dans lesquels on a découvert plus de 15 000 chevaux, 7 000 figurines humaines, des chariots, vraiment toute une ville, et chaque figurine est différente, même chaque cheval a des traits différents. Donc c'était fait pour reconstituer une vie après la mort. Et si on faisait cela à l'époque, c'est qu'il y avait également une quête de l'immortalité. Alors au départ, cette quête de l'immortalité était surtout réservée aux empereurs, et le plus symbolique d'entre eux, Huangdi, dans une dynastie précédente, c'est celui qui est le plus célèbre des immortels, et donc tous les empereurs suivants essaient de le suivre dans cette quête de l'immortalité. Ils s'entourent de conseillers qui vont leur dire comment est-ce qu'on peut arriver à cette immortalité. Alors il y a plein de méthodes différentes. Et cette quête de l'immortalité, au fur et à mesure, elle va également se démocratiser et concerner un plus grand nombre de gens. Pas seulement l'empereur, mais également des généraux, des marchands, des personnes riches et de moins en moins riches. Et ça, c'est ce qu'on verra qui va aider au développement de la porcelaine. Il y a toujours un lien avec le thé. Hein. Alors, au départ, cette quête de l'immortalité avait également affaire avec un dieu en particulier, le dieu Tai, qui est un petit peu le dieu souverain unique. Hein. C'est un petit peu un de ces dieux que
conseillers de l'empereur ont essayé de pousser afin qu'il remplace tous les autres. Hein. Il y a peut-être eu une quête d'un certain monothéisme en Chine. Bon, là je m'avance un petit peu dans ce que j'avance. Mais donc Tai, c'est celui qui essaie de remplacer un petit peu tous les autres dieux. Et à un moment, on a essayé de le transformer, ce dieu Tai, ce dieu suprême, en ciel, hein, heaven, hein, le Tien, hein, vraiment le dieu du ciel. Donc, ce qui nous rapproche un petit peu à du vocabulaire un peu plus chrétien. Mais ça n'a pas vraiment marché, il y a eu des retours, les autres dieux se sont révoltés et ont repris le dessus. Mais c'est quand même un petit peu à lui qu'on s'adresse lorsqu'on cherche l'immortalité. Ça, c'est une chose à savoir. Et il y a plusieurs manières qui étaient recommandées pour atteindre cette immortalité. L'une d'entre elles, c'était de la méditation. C'était également vivre de manière reclus, de manière invisible, de manière... pour ça que les empereurs n'aimaient pas dire où ils étaient. Hein. À l'époque, ils avaient même il y en a d'autres qui avaient fait construire des couloirs et des tunnels entre ces différentes résidences pour qu'ils puissent se balader d'une à l'autre sans être vus. Et sans qu'on sache où il est. Donc là, il était déjà un petit peu hors de la vie. Hein. Il avait déjà presque un pouvoir fantomatique de pouvoir apparaître à un endroit ou à un autre. Et donc, c'était une manière pour qu'il se sente immortel. Il y avait des exercices physiologiques, un petit peu comme ce qui ont donné les pratiques de Taiji Chuan, hein, ces mouvements de gymnastique chinoise aujourd'hui, elles ont au départ aussi un trait à cette quête de l'immortalité. Et c'est vrai que c'est assez prouvé que les gens qui font ce genre d'exercice ont une vie souvent plus longue parce que ça les maintient en forme. Et on voit beaucoup de vieilles personnes encore dans les parcs le matin à Taïwan faire ce genre d'exercice. Il y a également une autre sorte de quête, c'est par les drogues. Hein, lorsque les sorciers, les médecins qui officient un petit peu dans cette quête-là, ils prescrivaient parfois des drogues qui mettaient les empereurs dans un état second et qui pouvaient effectivement leur donner une autre vision du temps, une autre impression du temps, et donc leur donner peut-être cette impression d'être immortel. Mais s'ils exagéraient, ça pouvait les amener dans le tombeau encore plus rapidement. Et puis, il y a, maintenant, parlons du rôle de la jade. La jade, c'est vraiment la pierre précieuse et presque magique par excellence en Chine, même jusqu'à de nos jours. Et durant la dynastie Han, donc, elle avait une grande importance parce qu'on confectionnait des linceuls en jade. Au départ, c'était juste donc, pour les empereurs. Et donc, c'était des petits rectangles de jade, une multitude de rectangles qui étaient ensuite cousus pour faire une forme humaine dans laquelle on pouvait mettre le corps de la personne. Et le fait que ça soit fait en jade, ça avait la propriété, on disait, de pouvoir préserver le corps de la putréfaction, donc de rendre ce corps immortel. Donc on mettait ainsi le corps dans une espèce de cocon pour qu'il renaisse ensuite après la mort. Alors pendant un certain temps, il y a même eu des règles assez strictes. Seul l'empereur pouvait utiliser du fil d'or pour coudre ces plaques de jade les unes avec les autres. Les princes avaient droit à de l'argent, et ainsi de suite. On avait le cuivre, et le niveau le plus bas pour les marchands, c'était de la soie. Et donc, ce linceul était censé préserver le corps, et durant la vie, le jade avait également des vertus un petit peu magiques
de vous protéger contre le mauvais œil, contre les mauvais esprits. Et donc souvent, les gens aimaient bien garder un morceau de jade sur eux, ou bien un bracelet pour les femmes, ou bien des petits objets, des petits animaux, avec chacun un symbole. Alors parfois, si on ne pouvait pas se payer tout un linceul, il y avait une manière un peu moins chère, c'était d'amener un insecte symbole. Par exemple, les cycades, hein, les grillons, ou bien les vers à soie étaient symboles parce qu'ils allaient donner des papillons, hein, ils étaient des symboles de renouveau, donc de vie après la mort. Donc avoir un tel petit insecte avec soi, près de soi dans sa tombe, surtout s'il était en jade, ça allait signifier qu'on espérait que la magie du jade allait opérer également sur notre corps pour lui donner une nouvelle vie après la mort. Et comme le jade avait de telles vertus, un petit peu comme en Europe on essayait de créer par alchimie de l'or avec d'autres métaux moins chers, eh bien en Chine, il y avait également une quête alchimique pour faire du jade à partir d'éléments qui n'étaient pas chers, hein, notamment la glaise et ce que faisaient les potiers. Donc il y avait un mouvement chez les potiers d'arriver à créer des objets qui ressembleraient à de la jade. Et ils y arrivaient déjà assez bien, en fait, durant la dynastie Qin, Han et avant. Ils avaient réussi à faire des très bonnes poteries avec une émail verte. Alors là, j'ai quelques exemples à vous montrer de ce livre. J'espère que vous le verrez bien. Voilà. Ça, c'est une tour verte qui n'est pas encore du céladon, parce que ce n'est pas encore de la porcelaine. Mais c'est une poterie verte faite avec beaucoup de précision et qui est très difficile à cuire parce qu'elle est très haute. Et donc, avec le feu, pour la cuisson, c'est vraiment pas facile. Et ces tours-là, elles étaient mises également dans les tombeaux, mais elles avaient, une autre signification. Ces tours, c'était un petit peu comme nos châteaux du Moyen-Âge. Ça permettait aux seigneurs de voir de très loin si des brigands, si des armées ennemies arrivaient pour mieux protéger ces terrains. Et donc, avoir une telle tour sur un terrain, ça voulait dire, tiens, voici un propriétaire terrien qui veut protéger ses terres et qui a assez d'argent pour se construire une grande tour. Et d'en faire une miniature en poterie et de la mettre dans la tombe, ça a vraiment le symbole, un symbole de statut social de cette personne, que c'était une riche personne qui possédait beaucoup de terres et qui avait sur ces terres une belle tour bien haute, grâce à laquelle il arrivait à mieux protéger ce qu'il possédait. Mais là, donc ça nous montre que la poterie Han était déjà très très avancée, faisait des choses de grande beauté, très difficiles à réaliser, et avec une recherche de la couleur verte pour imiter le céladon. Et des chercheurs chinois ont pu mettre en évidence sur des fragments trouvés dans des sites archéologiques que durant la première dynastie Han, les Han de l'Occident, les Han de l'Ouest, donc il y a 200 avant Jésus-Christ, ils avaient déjà réussi à maîtriser la porcelaine céladon. Pour cela, il y a 3 critères qu'ils devaient faire. 1, avoir une glaise en porcelaine qui contienne du kaolin pour qu'elle soit blanche, qu'elle soit bien fine, assez fine pour être bien modelée, et qu'elle soit également
cuite à une température de plus de 1260 degrés Celsius jusqu'à 1310 pour qu'elle soit assez dure et qu'elle satisfasse à ce qu'est une porcelaine mature. Jusque-là, on avait eu des proto-porcelaines, donc on approchait de la porcelaine, mais on n'y était pas encore tout à fait. Mais c'est donc dans la dynastie des Han occidentaux qu'on est arrivé à faire de la porcelaine mature. Et la première porcelaine mature était de couleur céladon. Alors, céladon, ça ne veut pas forcément dire ce genre de verre un peu bleuté, ou même ce genre de verre-là. C'est au départ le céladon, à l'époque, un petit peu comme le jade n'était pas forcément toujours vert, il pouvait être également un petit peu blanc ou un peu jaunâtre. Donc la palette de couleurs était assez grande. J'ai un exemple qui vous montre une jarre en porcelaine céladon, enfin en céladon. Voilà. Je ne sais pas si elle est en porcelaine, mais en tout cas ils appellent ça une jarre en céladon. Et donc on voit que cette couleur, elle est plutôt jaune, brune et un petit peu verte. Et il y a eu forcément l'influence du temps qui fait que c'est un petit peu bruni avec le temps, mais donc c'est pas au niveau de la couleur qu'on peut vraiment dire si quelque chose est céladon ou pas, et de quel endroit ça vient. Donc les couleurs céladon sont pas toujours faciles à définir, surtout plus c'est ancien, plus ça peut être large. Alors là j'ai un autre exemple d'un bol fait par David Louvon en céladon. Mais pas en porcelaine, ça c'est juste l'émail et céladon. Et comme lui il utilise des matériaux très très naturels, très très peu raffinés, il n'a pas de produits industriels. Donc j'aime bien utiliser ces bols pour comprendre un petit peu quelles sont les couleurs qui sortent naturellement avec des produits de la terre. Donc là vous pouvez voir celui-là. Alors, on peut également voir ce bol-là, qui est lui beaucoup plus foncé. Donc lui, il n'est pas céladon. Là, mais c'est également pour vous montrer des bols faits et cuits avec un four à bois. Celui-là aussi, ce vase également. Et tiens, cette assiette-là, elle est aussi un peu de couleur céladon, mais ce n'est pas de la porcelaine. On le voit là où le plus simple toujours pour le voir, c'est au pied, hein, la partie qui n'est pas émaillée, on peut voir qu'elle est rouge. Et donc celui-là a été fait en juillet 2005, voilà, par une amie. Voilà ce qui est important à dire sur les relations entre la jade, la quête de l'immortalité et la porcelaine céladon. Hein. Cela a permis ensuite à ce que plus de gens puissent apporter dans leur tombe avec eux des objets qui ressemblent à de la jade. Donc s'ils n'avaient pas assez d'argent, ils pouvaient se tourner maintenant vers des poteries en céladon, ou bien des objets en céladon qui avaient au moins le pouvoir symbolique de la jade et de cette quête d'immortalité. Et donc cela a aidé également au perfectionnement de cette technique de porcelaine, toute cette quête et le fait que la jade était immensément valorisée. Un disque de jade comme ça, avec un trou au milieu, ça pouvait valoir tout un village. Hein, on pouvait s'acheter un village avec un disque de jade. Et c'est pour ça que durant la dynastie Tang, le dessous des bols était souvent fait avec la forme de ce disque qui s'appelle bi, de ce disque de jade. Donc il y avait vraiment une connexion entre la jade et le céladon. On utilisait le céladon pour imiter la jade.
D'ailleurs, en parlant d'imitation, ça me fait penser qu'au musée d'histoire de Taichung, il y a un des rares sets complets pour faire la préparation du thé selon les Tang, hein, ce que Lu Yu décrit. Et c'était tout un set qui avait été trouvé dans une tombe, et ce set avait été fait en poterie, sans émail. Mais donc les gens vraiment, ils aimaient mettre dans leur tombe les objets qu'ils avaient également appréciés durant leur vie, en espérant pouvoir s'en servir dans la vie d'après. Et grâce à cette envie, on a de nos jours l'occasion d'utiliser beaucoup de céladons, et grâce à des techniques qui ont été raffinées depuis très très longtemps par les potiers et les céramistes chinois. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur ces liens entre la jade, le céladon et les tombes de la dynastie Han. Merci beaucoup pour votre visionnage. Mettez-moi un petit pouce bleu sur Facebook et également sur YouTube si vous me regardez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre cours de thé. Allez, au revoir.